Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, bienvenue dans le nouveau CEO, le podcast de ceux qui ne publient pas de podcast pendant 30 jours. Bon, vous l'aurez compris, j'ai été absent ces 30 derniers jours. Le dernier podcast que j'ai publié, c'était le 7 juin. On est, à l'heure où je tourne cet épisode, le 3 juillet. Donc ça va faire 30 jours que j'ai pas posté. Et si j'ai pas posté, c'est pour beaucoup de raisons différentes. Il s'est passé énormément de choses sur les 30 derniers jours et même sur les 60 derniers jours parce que j'avais pris un peu d'avance en termes de tournage. Donc sur le mois de mai et le mois de juin, on a lancé beaucoup de projets, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Moi aussi de mon côté, j'ai eu beaucoup de réflexions personnelles, de doutes aussi, de remise en question, de nouvelles idées, de nouvelles stratégies que je vais mettre en place. Et je voulais profiter d'un épisode complet pour revenir avec vous sur tout ce qui s'est passé durant cette période. Donc les objectifs que je m'étais fixés, est-ce que oui ou non je les ai atteints, le lancement avec Jess de notre nouveau projet secret. On va parler aussi de prendre des vacances quand on est entrepreneur. Je pense que c'est un truc qui notamment à cette période peut vous intéresser. Et on va revenir sur les différentes réflexions que j'ai eues récemment dans mon business qui peuvent aussi vous intéresser. On va parler de la saisonnalité, on va parler de mon plus gros problème du moment et on va parler de cesser de chercher à acquérir des nouveaux prospects. Donc, on est parti pour, je pense, une bonne quarantaine de minutes. Prenez des écouteurs, du café, de quoi manger, ce que vous voulez, parce que je pense que ça va durer un petit moment. Alors, les 3 objectifs que je m'étais fixés dans le dernier épisode de podcast, qui, je vous le rappelle, je l'ai publié normalement, si je ne dis pas de bêtises, en mai, je crois début mai, peut-être fin avril, pour mes objectifs du mois de mai. Au mois de mai, j'avais 3 objectifs principaux. Le premier, c'était le lancement de ma nouvelle formation. Donc le lancement d'une nouvelle formation. Cette nouvelle formation, c'était le plan. Ma formation sur la productivité. Et je m'en souviens de mémoire, durant cet épisode bilan, on était d'ailleurs en plein lancement. C'était extrêmement bien parti. Et ça s'est extrêmement bien terminé. Ça a été l'un des meilleurs lancements qu'on a fait cette année et je suis extrêmement content. Pour la simple et bonne raison que j'avais peu d'attentes en fait sur cette formation. Alors pourquoi j'ai peu d'attentes sur cette formation et pourquoi je dis sur cette formation et pas les autres parce qu'en fait dans mon business souvent je mets d'attentes, enfin j'essaie de pas mettre d'attentes de manière générale. C'est-à-dire que j'essaie de me concentrer sur le processus, j'essaie de me concentrer sur ce que je peux contrôler parce que c'est ce qui est le plus important. Vous ne pouvez pas contrôler un résultat ou un chiffre d'affaires, vous pouvez uniquement contrôler ce que vous mettez en place pour atteindre ce résultat ou ce chiffre d'affaires. Maintenant, on va pas se mentir, inconsciemment, on essaie toujours de se dire ok, bah j'espère faire tant pour ce lancement, j'espère que ça va se passer comme ça, etc. Sauf que ça, malheureusement, je peux pas vraiment le faire quand c'est la première fois que je lance un projet. Quand j'ai lancé mon livre, on m'a beaucoup de fois posé la question, oui Tony, c'est quoi tes attentes ? En fait, j'ai pas d'attente. Je vais faire du mieux que je peux sur le lancement, essayer de fournir tous les efforts du monde parce que je contrôle cet élément. Maintenant, j'ai jamais lancé de livre avant. Donc je sais pas si ça part vite, je sais pas si pas faire de vente au début c'est normal, si en faire beaucoup à la fin c'est normal, je sais pas trop comment communiquer parce que c'est la première fois que je fais ça, etc. Là vous allez me dire, mais Tony, les formations t'en as déjà fait plein. Oui, effectivement j'en ai lancé plein. Maintenant, j'ai toujours des difficultés à projeter des résultats sur des formations qui sont dans des thématiques assez spécifiques. Quand j'ai lancé la boussole, par exemple, qui est une formation qui, à mon sens, est une des indispensables de mon catalogue, qui est une formation pour apprendre à traquer ses résultats et les optimiser, qui s'adresse aux entrepreneurs qui font minimum 3 000 € par mois et qui peut littéralement doubler les résultats qu'ils obtiennent dans leur business. Cette formation, c'est difficile pour moi de dire est-ce que oui ou non elle va bien marcher, parce que j'ai pas de retour terrain sur cette thématique. C'est un truc qui est très niché, qui est très spécifique. Et c'est un peu pareil avec la productivité, parce que la productivité, même si au premier abord, tout le monde s'y intéresse un peu, dans la réalité des choses, c'est que je ne suis pas expert en productivité, je ne suis pas formateur productivité, j'en parle de temps en temps sur mes contenus, mais ce n'est pas non plus mathématique. Donc c'est pour ça que j'avais peu d'attentes sur cette formation, mais pour autant, je suis extrêmement content. Parce que le lancement, de manière générale, s'est très bien passé. On n'a pas eu de couac, etc. On a bien tout géré. Les retours clients ont été extraordinaires. Et ça a été l'un des meilleurs lancements qu'on a fait pour le moment cette année. Donc, à ce niveau-là, ça s'est extrêmement bien passé. Deuxième objectif, qui pour le coup dénote avec le premier, parce que ça a été une catastrophe. Et j'adore faire ces épisodes parce que ça vous montre aussi que, tous les gens qui vous partagent leurs objectifs, les machins, les trucs qu'ils mettent en place, croyez-moi qu'ils ne vous partagent pas forcément ce qui ne marche pas, ce qui merde, ce qui ne fonctionne pas comme il devait fonctionner à la base. Donc ce deuxième objectif que je me suis fixé, qui ne s'est pas passé comme prévu, c'est la migration de mes formations de Podia à 4GB. Je vous promets que je ferai un jour un épisode sur le sujet, parce qu'on me le demande plein de fois, j'en ai parlé plein de fois. Ça fait 3 mois en fait que j'ai cet objectif, de migrer
mes formations de Podia à Kajabi. La raison, elle est simple, c'est que j'ai envie de tout synthétiser au même endroit, mes tunnels de vente, mes formations, mes emails, etc. pour réduire les coûts des outils, mais aussi d'un point de vue optimisation des tunnels, lecture des statistiques, et moi, de mon côté, ça m'évite d'avoir à utiliser 15 outils différents qui, à chaque fois, me prennent du temps, de la charge mentale et tout ce qui va avec. Le problème de cet objectif, bon, vous en doutez, je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai même pas migré un seul truc, c'est la catastrophe. Le seul truc qui est prêt, c'est que mes formations ont été dupliquées sur Kajabi, j'ai mis quelques tunnels de vente dessus, mais c'est loin d'être terminé. Et en fait, ce qui est hyper compliqué avec cet objectif, c'est que c'est un objectif qui est important, mais pas urgent. Pour ceux qui connaissent, et j'en ai parlé notamment dans ma formation sur la productivité justement, pour ceux qui connaissent la matrice d'Eisenhower. Donc la matrice d'Eisenhower, c'est une matrice de productivité qui est assez intéressante à étudier, en fait qui découpe une tâche en 4 possibilités. D'un côté, on a ce qui est urgent et non urgent, et de l'autre côté, donc sur l'autre axe, on a ce qui est important et non important. Et en fait, dans votre business, vous devez en priorité mettre en place les tâches qui sont urgentes et importantes, parce que si elles sont importantes, elles peuvent avoir un vrai impact sur votre business, et elles sont urgentes, il faut les faire en premier. En deuxième, on va avoir les tâches qui sont urgentes mais peu importantes. En troisième, on va avoir les tâches qui sont importantes mais peu urgentes. Et en quatrième, on va avoir les tâches qui sont peu importantes et peu urgentes. Voire celles-là, on les élimine parce que si elles ne sont pas importantes et peu urgentes, on se demande à quoi elles servent. Et en fait, ce qui est compliqué, je vous invite vraiment à aller regarder cette matrice, c'est hyper intéressant pour classer vos tâches. Et ce qui est compliqué en fait avec cette tâche-là et cette migration, c'est que c'est une tâche qui est importante parce qu'elle peut avoir un impact sur mon business. Maintenant, dans on va dire l'échelle de l'importance, c'est pas non plus ce qui est le plus important. J'ai d'autres tâches avant ça qui sont beaucoup plus importantes, le lancement de formation, ce genre de trucs. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'elle est un peu importante, mais elle n'est pas du tout urgente. C'est-à-dire que demain, si la migration, je la fais dans un an, ça va pas non plus changer grand-chose à ma vie, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai pris l'habitude d'utiliser les outils que j'utilise. Et je trouve que c'est les tâches qui sont les plus compliquées. Parce que le fait qu'elles soient pas si urgentes que ça, qu'elles soient un peu importantes, moyennement importantes, en fait, on a tendance à les mettre de côté, à se dire, vas-y, j'ai ça avant qu'il passe, ça avant qu'il passe, ça avant qu'il passe. Et puis, finalement, au fil du temps, on avance, et on se retrouve comme moi, 4 mois après, à toujours avoir la même tâche sur sa to-do list. Donc, ce que je me suis dit là, pour le mois prochain, je reviendrai peut-être sur mes objectifs à la fin, si j'y pense. Sur le mois prochain, je me suis dit, ok, la migration Kajabi, maintenant, c'est quelque chose qui est urgent. Pourquoi c'est urgent ? Parce qu'en fait, et ça c'est un truc qui peut vous aider à bosser sur vos objectifs, pensez à ce que ça vous apporte en termes de résultats, ok, mais pensez aussi à ce qu'on appelle le coût d'opportunité. L'opportunity cost. Le coût d'opportunité, c'est qu'est-ce que ça me coûte de ne pas le faire. Souvent on se dit ok, mais qu'est-ce que ça va m'apporter de le faire ? Mais demandez-vous, qu'est-ce que ça me coûte de ne pas le faire ? Et en fait, aujourd'hui, le fait de ne pas faire la migration Kajabi, ça me prend de l'énergie, ça me prend du temps. Je ne peux pas mettre en place les tunnels de vente que je veux mettre en place, donc potentiellement, je perds de l'argent. Je ne peux pas non plus synthétiser tous mes programmes au même endroit, mettre tous mes clients au même endroit et augmenter aussi mon panier moyen parce que j'ai plus d'upsell, etc. Donc, en fait, littéralement, je perds des milliers d'euros tous les mois à ne pas faire cette migration. Et le simple fait de switcher comme ça et penser finalement à ce que ça vous fait perdre, le coût d'opportunité, ça aide à reclasser, on va dire, la tâche. Donc ça n'a pas été fait ce mois-ci et le mois dernier, mais je compte le faire le mois prochain. Et évidemment, on se tiendra au courant, on verra si j'ai menti ou pas. Et donc, la dernière tâche, le dernier projet, et là pour le coup, je suis extrêmement content que de 1, ce soit terminé, et de 2, que ce soit enfin lancé, c'est le fameux projet dont on vous parle avec Jess, dont je vous ai parlé plein de fois sur le podcast, la nouvelle entreprise sur laquelle on bosse depuis des mois. Vous le savez, ça fait des mois que je vous dis à chaque fois, oui, là, je bosse sur un nouveau projet, je ne peux pas vous en parler, c'est une nouvelle entreprise, ça prend du temps, il y a de la réflexion, il y a des trucs juridiques à faire, machin, etc. Et en fait, ça y est, on l'a lancé la semaine dernière, c'est disponible, ça s'appelle My Studio, et c'est un studio de tournage à Montpellier. C'est pour nous une première, enfin pour moi aussi et pour Jess, c'est une première de lancer une entreprise qui est physique. À la fois, c'est quelque chose de différent de ce qu'on fait aujourd'hui, parce que c'est pas de la formation, c'est pas de l'apprentissage, c'est vraiment un service pur. Et en même temps, c'est très connecté à ce qu'on fait, parce qu'on s'adresse aux entrepreneurs, aux créateurs, aux entreprises. Et My Studio, c'est quoi ? C'est un studio de tournage, donc c'est pour vous permettre de tourner des contenus vidéo
de qualité, professionnel, impactant, afin de faire porter votre voix, vos messages sur les réseaux sociaux, obtenir plus de résultats et impacter plus de personnes. En fait, le principe, il est très simple. Ça s'adresse aux gens qui n'ont ni le budget pour acheter le matériel de vidéo parce que ça coûte extrêmement cher, ni l'espace chez eux parce que peut-être qu'on habite dans des petits apparts et qu'on n'a pas la place de mettre 3 caméras, des softbox, etc. Ou qui n'ont pas l'aspect technique, qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec toutes ces choses. Et bien là, vous venez, vous réservez un créneau d'1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, peu importe, et vous venez tourner vos vidéos, vous n'avez rien à faire. Il y a une personne sur place qui est un opérateur qui va venir installer le setup, régler la caméra, format horizontal, format vertical, ce que vous voulez, qui va s'occuper de tout et vous avez juste à vous asseoir. Vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur le bouton REC et vous pouvez balancer vos contenus. Donc ça vous permet de tourner des vidéos horizontales, verticales, donc short, YouTube, podcast, formation aussi. Et on a des espaces duo et aussi un espace duo et aussi des espaces solo. Donc si vous voulez faire des podcasts à 2, etc., il y a tout sur place. Donc ça, c'est la promesse de ce studio. On y a bossé vraiment pendant des mois et des mois entre la recherche du local, entre l'installation, entre les travaux, entre l'installation du setup, la création du site, la création de la société, le dépôt de la marque. Il y a énormément de choses qu'on a fait. Je sortirai dans quelques jours, si ça vous intéresse, un épisode, si ça vous intéresse, c'est sûr qu'il sortira, donc vous pourrez aller écouter si ça vous intéresse, un épisode qu'on a fait avec Jess sur les backstage du tournage et de la création de la société. On couvrira pendant 1 heure plein de questions qui nous ont été posées sur combien ça a coûté, comment on a eu l'idée, comment est-ce que tout ça a fonctionné, c'est quoi la fiscalité qu'on a choisie, etc. Donc ça sortira sur Nouveau CEO, et si en attendant vous voulez aller regarder tout ça, eh bien je vous mets les liens juste en dessous du compte Instagram, du site internet aussi, si vous voulez réserver votre créneau. Donc ça a été le gros projet, c'est enfin sorti et je suis trop content. Et forcément, c'est quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps. On a pas mal décalé à chaque fois la sortie du studio. Au début, ça devait sortir en avril, puis après en mai, puis maintenant en juin. Et en fait, il y a plein de raisons qui ont expliqué ça. On a eu beaucoup de retard au niveau de la création de la société. Et puis après, il y a eu la sortie de mon livre. Et puis après, il y a eu la sortie de mes formations. Donc, il fallait réussir à caler tout ça là-dedans. Et puis après, on a pris des vacances. Et c'est aussi le sujet qui va suivre. Donc ça, objectif check. Très content de l'avoir lancé. Évidemment, on va encore bosser dessus dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, ça relâche beaucoup de pression. Très content que le bébé sorte, que le projet soit sorti. Donc ça, c'est au niveau des 3 objectifs que je m'étais fixés sur le mois de mai/juin. Maintenant, il y a d'autres choses qui se sont passées depuis. Évidemment, la raison qui explique que je n'ai pas posté depuis 30 jours, c'est un petit peu, notamment le studio qui nous a pris beaucoup de temps, mais pas que. Il y a aussi 2 autres raisons. La première, on va en parler maintenant, c'est les vacances. Et la deuxième, c'est des petites remises en question que j'ai eues sur mon business, les stratégies et sur plein d'éléments dont on va aussi reparler juste après. En fait, début juin, avec Jess, on a pris des vacances. Et pourquoi j'en fais un épisode de podcast ? Parce que je trouve que les vacances, c'est un vrai sujet quand on est entrepreneur. C'est un vrai sujet parce qu'on a une idéologie des vacances, une idéologie, une façon de penser les vacances par défaut qui nous a été inculquée quand on était à l'école, quand on a connu le salariat, qui est de se dire, en fait, les vacances, finalement, c'est 5 semaines dans l'année, on coupe le travail, on arrête tout, on met les doigts de pied en éventail sur une plage, et puis on revient juste après. Et en fait, les vacances, moi, ma théorie de base, c'est que les vacances, ça a été inventé, pour le salariat, le système du salariat, à l'époque où il y a eu l'ère industrielle, pour en fait récompenser finalement les travailleurs de leur dur labeur toute l'année. Ils pouvaient s'échapper comme ça quelques semaines et revenir plus en forme au travail. Sauf que nous, en fait, on est dans une situation qui est légèrement différente. Moi, en tout cas, je parle pour moi, j'aime ce que je fais. C'est-à-dire que mon quotidien me plaît. Et j'ai pas forcément envie de m'échapper de mon quotidien. Je ressens pas nécessairement le besoin de m'échapper de mon quotidien. Parce que je kiffe ce que je fais, c'est pour ça que en fait, partir 2 mois en vacances et tout couper pendant 2 mois, ça peut faire rêver plein de personnes, mais moi ça me fait pas plus rêver que ça, parce que je suis passionné par ce que je fais, j'adore ce que je fais, et je fais en sorte, je pense que c'est un point aussi qui est important, je fais en sorte de designer un quotidien qui me plaît tellement que je suis pas au bord du burn-out, je suis pas en train de péter un câble, j'ai pas des cernes sous les yeux qui tombent limite sur ma moustache, et en fait je suis en pleine forme, je suis en bonne santé, et ça me... J'ai designé un quotidien qui fait que j'ai une bonne répartition aussi de mon équilibre. Je travaille peu, je m'entraîne, je dors bien, je vois des amis, je vois des gens. Et en fait, tout ça fait que je ne ressens pas le besoin à terme de prendre tout le temps des vacances. Maintenant,
ça faisait des années, je pense 4-5 ans au moins, que je n'avais pas pris de vraies vacances. Et en fait, je pense que j'en avais besoin, pour le coup. Je ne suis pas le genre de personne qui prend 2 semaines ou 3 semaines ou 4 semaines ou je ne sais pas combien de semaines de vacances par an. En vrai, j'en ai pas pris depuis des années, mais là, pour le coup, j'en avais besoin. Et si j'en avais besoin, c'était pas réellement lié justement à la partie physique, en mode je suis au bord du burn-out, je dors plus, je fais que travailler, j'en peux plus, je suis fatigué, machin. Non, pas du tout, parce que je travaille 4 heures par jour, même pas. C'était beaucoup plus une question de brouillard mental. En fait, on a tellement bossé depuis le début de l'année, mais pas encore une fois en termes de quantité de travail, ça a toujours été raisonné un peu comme à mon habitude, mais plutôt qu'on a tellement lancé de projets depuis le début de l'année, entre les formations, on a déménagé, j'ai eu la sortie de mon livre, il y a eu des nouveaux projets qui se sont lancés, MyStudio qui est arrivé, on a aussi fait l'acquisition de 4 appartements. Donc quand vous mettez ça en seulement 3-4 mois, tout s'est enchaîné d'un coup, bah en fait, j'avais une sorte de brouillard mental dans ma tête. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'avais comme un film blanc dans la tête qui venait comme couvrir un peu mes idées. Depuis quelques semaines, et du coup c'est revenu à la norme, on va dire aujourd'hui, mais depuis quelques semaines avant ces vacances, j'avais du mal à avoir des idées, j'avais du mal à avoir de la clarté sur ce que je voulais faire, à avoir de la clarté sur ok, qu'est-ce que je fais comme contenu, quelle stratégie je mets en place, qu'est-ce que je lance comme produit, est-ce que je poste sur tel truc, machin. Et j'avais vraiment du mal aussi à prendre des décisions. J'avais beaucoup de mal à me concentrer. J'étais devant mon ordi, je ne savais pas ce que je faisais. J'avais YouTube qui était ouvert, mais je ne savais même pas pourquoi c'était... Donc, c'était beaucoup plus un truc qui était mental que physique. Et je sentais que j'en avais besoin. Donc, ce que j'ai fait, et ce qu'on a fait avec Jess, c'est qu'on s'est dit, ok, on va se prendre des vraies vacances. Les vraies vacances, comme on entend le terme vacances de façon classique. C'est-à-dire qu'on va tout couper pendant 10 jours. On va tout couper, sauf le SAV, c'est la seule chose qu'on a fait. Le SAV, ça a demandé 3 heures au total sur les 10 jours, donc c'était vraiment très raisonné. Et après, on n'a rien fait d'autre. On n'a pas bossé, on n'a pas parlé de boulot, à part à 2-3 moments, parce que voilà, c'est aussi normal. On n'a pas parlé de boulot, mis à part ça. On a fait plein d'activités, on a essayé de sortir justement un petit peu de ce truc de travail, ordinateur à la maison, etc. On a fait des visites, on a fait beaucoup de routes, on a visité, on a fait énormément de choses. Et ça m'a fait un bien énorme. Ça m'a fait un bien énorme, encore une fois, pas spécialement physiquement, parce que physiquement j'étais bien, je dormais bien, j'étais ok, mais mentalement, je sens quand je suis revenu, j'ai ressenti une sorte de regain d'énergie mentale. J'avais beaucoup plus de clarté. J'ai eu beaucoup de réflexions que je vais vous partager justement juste après, durant cette période, sur ce que je voulais faire. J'ai discuté aussi, ça a été l'occasion de voir plein de personnes, plein d'entrepreneurs avec qui j'ai eu des discussions extrêmement intéressantes. Et en fait, il y a même eu un moment, sur 3-4 jours, où je sentais que les planètes étaient hyper alignées. Alors que je suis un mec hyper cartésien normalement. Mais j'ai cette clarté-là, j'ai ce besoin de clarté, donc on part en vacances, j'arrête un peu de bosser. Et puis je rencontre un entrepreneur, donc je vais voir un entrepreneur que je connais. Et puis on commence à avoir des discussions, et puis il me parle d'un truc, et je me dis, ah ouais, c'est marrant, parce que j'ai pensé à ça il y a 2-3 jours à peine. Et puis on discute, etc., de certains trucs. Et le lendemain, je vois un autre gars qui me parle un peu de la même chose, de la même stratégie, de la même idéologie, et je me dis, tiens, mais c'est marrant, parce que j'avais jamais pensé à ça avant. Ça fait 2-3 jours que j'y pense. Hier, il y a un mec qui m'en a parlé et tu m'en parles aussi. Et puis, au fur et à mesure comme ça, des jours qui passent, c'est comme si j'avais ce regain de clarté, ce regain un peu de clairvoyance sur tout ce que je voulais faire. Et honnêtement, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Je ne suis pas extrêmement partisan à la base des vacances parce que moi, j'aime tellement mon quotidien en fait que prendre 2-3 jours off, ça me suffit. J'ai pas besoin de prendre 10 ou 15 jours. Mais là, pour le coup, je vous avoue que ça m'a fait un bien fou en termes de clarté mentale. Donc si jamais vous êtes entrepreneur et que vous aussi vous adorez votre quotidien, vous êtes comme moi, vous kiffez, vous vous levez, vous avez trop envie, même si oui évidemment il y a des jours où on a plus envie que d'autres, il y a des moments où on arrive plus ou moins à travailler. Mais de manière générale, si vous êtes passionné par ce que vous faites et que vous êtes comme moi en mode au bout de 2-3 jours vous tournez un peu en rond et vous dites ok vivement que je retourne bosser parce que j'adore trop ce que je fais, eh bien si par moment vous sentez et vous allez voir de quoi je parle. Si vous ressentez ce truc, vous savez de quoi je parle. Ce fameux brouillard mental
En mode, j'ai l'impression qu'il y a un filigrane blanc dans ma tête qui cache mes idées, j'arrive pas trop à réfléchir et tout, j'ai du mal. Eh bien, essayez de prendre un truc plus long. Essayez de prendre une semaine. Vous coupez tout. Vous coupez aussi, j'en ai pas parlé évidemment, mais je suis pas allé sur les réseaux. J'ai pas ouvert une vidéo YouTube. J'ai pas regardé une fois Instagram. Enfin, évidemment, j'ai scrollé un peu, mais j'étais pas non plus 1 heure par jour sur Insta, beaucoup moins. C'est mon assistante opérationnelle qui s'est occupée de poster tous les trucs, etc. Donc vraiment, j'ai même pas posté de story pendant une semaine. J'ai rien fait. Et ça m'a fait un bien de dingue. Donc, je pense que là, en plus, c'est la période, juillet-août. Il y a plein de personnes qui vont justement délaisser un peu les réseaux, peut-être un peu le taf. Et vous, de votre côté, peut-être que ça peut être un bon moment pour vous de faire tout ça. Donc, ça, évidemment, ça explique pourquoi est-ce que j'ai pas posté ces 30 derniers jours. De 1, j'ai pris une dizaine de jours de vacances, j'en avais besoin. Et de 2, en fait, j'avais tellement, au fil des dernières semaines, de ce brouillard-là, que j'arrivais plus à rien faire. Je me retrouvais devant mon podcast à me dire « Ok, je parle de quoi ? Je sais pas de quoi je parle. Est-ce que je continue le podcast ou pas ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je poste ? Est-ce que je croise les trucs, machin ?» Il y a eu tellement de trucs qui se sont passés dans ma tête que j'avais besoin de cette pause. Et donc si je reviens, c'est que tout ça s'est atténué. Et donc maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu justement de ces différentes réflexions. Ces réflexions que j'ai eues, qui sont intéressantes, je pense, à noter, parce que souvent on se dit, donc la première notamment, je pense que c'est l'une des plus importantes, c'est que souvent on se dit quand on se balade sur Insta en mode on regarde des entrepreneurs qui sont avancés, des entrepreneurs qui font de l'argent, peut-être moins d'argent, peu importe en vrai, mais des gens qui ont l'air plus avancés que nous, qui ont plus d'expérience, qui font ça depuis 5 ans, 10 ans, alors que nous on fait ça depuis 1 an ou 2. Ou si on fait ça depuis 5 ans, qui font ça depuis 15 ans. Et en fait, on a cette impression que pour eux, tout va bien. On a cette impression qu'ils n'ont jamais de remise en question. Ils n'ont jamais de doute. Ils n'ont jamais ce brouillard mental. Que tout va bien, que les stratégies elles déroulent, que les programmes y déroulent, que les lancements y déroulent, que les idées sont bien, que ça va, etc. Et en fait ça, c'est juste pour vous rappeler que c'est pas vrai. C'est juste qu'ils n'en parlent pas. C'est juste qu'ils ne le montrent pas. Mais 100%, tous les entrepreneurs sont pas vraiment différents de vous. Vous n'êtes pas vraiment différents de moi. Vous avez des phases de doute, vous avez des phases de remise en question, vous avez des moments où vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que en ce moment vous vous dites ok, est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que je pars dans la bonne direction, je sais pas trop. Et en fait, moi c'est pareil. Et on a tendance à penser qu'avec le temps, avec l'expérience, ce phénomène va s'atténuer, mais c'est faux. C'est juste que les répercussions vont être différentes. Mais on a les mêmes doutes, on a les mêmes craintes, on a les mêmes remises en question. Qu'on ait 10 abonnés sur Insta, 10 000 abonnés ou 100 000 abonnés, on a les mêmes remises en question. À un moment, quand on doute sur notre stratégie, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut lancer, c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est plus les mêmes échelles. Quand on réfléchit et on doute, par exemple, sur notre stratégie quand on a 50 abonnés, ok, c'est pas les mêmes réflexions, on doute pas sur les mêmes stratégies, sur ce qu'on va mettre en place, mais le fond reste le même. On doute, on se remet en question. Et je pense que c'est important en fait de vous partager ce message parce que il y a beaucoup de personnes qui vont s'auto-saboter, se dénigrer en se disant mais en fait voilà, j'ai l'impression que ça réussit pour tout le monde mais pas pour moi, j'ai l'impression que les autres doutent jamais mais que moi je doute, j'ai l'impression que les autres remettent jamais leur truc en question et que moi je remets tout en question, j'ai l'impression que les autres en fait n'ont jamais besoin de réfléchir et qu'ils avancent tout droit et qu'ils savent vraiment ce qu'ils font. En fait non, on sait jamais ce qu'on fait. Moi je remets souvent mes stratégies en question, mon travail en question. Parfois je fais des choses et puis je reviens en arrière, je reviens sur mes dires parce qu'au final je pensais que c'était bien mais c'était pas si bien que ça. Et justement j'ai eu ces réflexions-là, j'ai eu ces remises en question-là ces dernières semaines et c'est juste pour vous dire que c'est ok. C'est ok si vous avez les mêmes, parce que tout le monde a les mêmes. Croyez pas que parce que vous allez avancer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça ira mieux parce que vous n'aurez plus de réflexion, de remise en question, parce que entre guillemets vous saurez ce que vous faites. Non. Vous aurez les mêmes réflexions, vous aurez les mêmes remises en question, vous aurez toujours des doutes. Ce sera juste plus au même niveau, plus les mêmes échelles et plus le même impact, on va dire aussi d'un point de vue financier, mais ça reste exactement la même chose. Donc ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon que j'ai compris là, que j'avais déjà compris avant, mais dont je voulais vous parler, c'est la saisonnalité du business. En fait, je pense, et c'est une théorie, j'avais entendu ça une fois dans un podcast ou dans un livre, qui c'est qui disait ça c'était dans une vidéo YouTube que j'ai regardée sur l'espace. J'adore regarder les vidéos YouTube sur l'espace, et en fait, c'était une personne qui parlait du temps.
Donc comment s'écoule le temps dans l'espace. Et en fait, il y a une théorie qui a été inventée à l'époque, je ne saurais plus dire qui c'est, est-ce que c'est Einstein ou la théorie de la relativité, je ne sais plus. Et en fait, qui explique que le temps est toujours synonyme de création et de destruction. Si vous prenez, et c'est l'exemple qui a été donné, c'est pour ça que j'ai pensé à ça, si vous prenez les saisons, on a le printemps, qui est la saison de la création, où les fleurs vont fleurir, où les arbres vont pousser, machin et tout. Les feuilles vont apparaître sur les arbres. On va avoir l'automne, qui est la saison du déclin, et on va avoir l'hiver, qui est la saison de la destruction. Et en fait, il explique que le temps est quelque chose de cyclique et qui revient. Si vous regardez l'humanité, c'est pareil. Il y a eu des naissances, on grandit, on fleurit, puis après on dépérit, on meurt, et la génération qui suit. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans le business, c'est qu'on a ce même phénomène de saisonnalité. On a ce même phénomène de saisonnalité, pour moi, dans deux éléments importants, dans deux sphères importantes. La première, c'est la sphère psychologique. C'est-à-dire que dans votre business, comme je viens de vous l'expliquer, vous allez avoir des saisonnalités psychologiques d'un point de vue projet, travail, choses que vous allez lancer, doute, remise en question. Donc je vous donne un schéma simple, parce que moi je vis au fil des mois depuis 6-7 ans maintenant. J'ai une idée, j'ai un projet, je vois une nouvelle stratégie parce que je suis dans un moment de ma vie où j'ai beaucoup de clarté. Ok, trop bien, hyper intéressant, ça va bien marcher, etc. Je lance le truc. Donc j'adopte cette stratégie, ça peut être une stratégie de contenu, ça peut être des idées d'offres que je vais lancer, peu importe. Je la suis pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et j'ai l'impression que tout roule. J'ai l'impression que ma vie est géniale, que mon business est génial, que tout se porte extrêmement bien parce que j'ai eu la clarté, j'ai mis en place les bonnes choses au bon moment. Et donc on est dans cette période de printemps. Et puis peut arriver, après cette période, un moment de déclin où je sens qu'il y a un truc qui me tire en arrière. Je sens que en fait, je suis dans une période où j'ai un peu moins de clarté, j'ai un peu de doute, de remise en question. Est-ce que vraiment ça va fonctionner ? Et je sens que ces contenus marchent un peu moins bien. Je sens que cette offre-là, elle marche plus autant qu'avant. Je vais essayer j'ai envie de changer des choses, mais je sais pas vraiment comment m'y prendre. Et puis derrière vient la phase de destruction, où on se dit, ok, en fait, je me rends compte que ça allait pas, ça me correspond plus, donc je vais le changer, et puis je vais arrêter ça aussi, et peut-être ces contenus-là, je vais les arrêter, je vais lancer autre chose. Et derrière revient la phase de création. Ok, nouvelle clarté, on met en place des trucs. Donc je pense qu'il ne faut pas se leurrer en croyant que le business, c'est un truc qui est linéaire. En se disant, on aura toujours la même énergie, toujours le même niveau de projet, toujours le même engouement aussi pour certains trucs. Parfois, vous allez le voir, en saisonnalité aussi, vous aurez des périodes durant lesquelles vous allez beaucoup plus bosser parce que c'est le printemps. Donc vous lancez des projets, vous avez des idées, vous avez des trucs, vous bossez 2, 3, 4, 5 heures de plus par jour parce que vous êtes à fond. Et puis les moments de doute, vous sentez que vous avez un peu moins l'énergie, vous avez un peu moins envie de bosser, vous posez des questions, donc vous levez un peu le pied parce que vous avez besoin de clarté. Comprenez vraiment que c'est un truc qui est normal. Arrêtez de croire que parce qu'on vous montre des trucs sur Insta en mode le monde il est beau, il est gentil, ce que vous voulez. Arrêtez de croire que c'est un truc qui est linéaire. Le business, c'est vraiment quelque chose de saisonnier. Et l'autre sphère, l'autre saisonnalité que j'aime beaucoup et dont je parle souvent sur le podcast, c'est une saisonnalité en termes de croissance. Là, on va plutôt parler de l'aspect en mode croissance d'audience, d'argent et de structuration. Pour moi, il y a 3 phases, et ça, j'en parle tout le temps. C'est un rappel pour ceux qui ont déjà entendu dans le passé. Ça va faire une petite piqûre de rappel, parce que vraiment, comprendre ces 3 phases, comprendre dans quelle phase vous êtes aujourd'hui, et comprendre quel type d'énergie vous devez mettre en place, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a 3 grandes phases dans le business. La première, c'est la phase d'acquisition. Cette phase-là, vous devez faire de l'acquisition prospect, acquisition client, abonnés, ce que vous voulez. Donc durant ces phases, on fait des challenges pour poster du contenu, on fait des concours, on fait de la pub, on fait ce que vous voulez. Une fois qu'on a cette phase d'acquisition, on va mettre en place une phase de monétisation. La phase de monétisation, c'est une phase durant laquelle justement vous allez sortir une offre, créer une offre, faire des choses qui ont pour but, maintenant que vous avez fait de l'acquisition, de monétiser. Et la troisième phase, qui est une phase hyper importante et que beaucoup d'entrepreneurs négligent, c'est la phase de structuration. La phase de structuration, c'est un pont en fait, entre les différents niveaux de votre business. Si vous montez à 2 ou 3 000 euros par mois et que vous ne structurez pas, vous allez redescendre. Aussi simple que ça. Si vous montez à ce chiffre-là, peu importe, même 1000 ou 2000, que vous ne structurez pas, vous allez rester bloqué. Il faut structurer. Une fois qu'on a structuré,
bah, on reprend cette phase, finalement, saisonnalité, on reprend les contenus. Ça ne veut pas dire qu'on arrête à chaque fois les contenus ou qu'on arrête de vendre, c'est pas ça. Mais encore une fois, on est dans cette question d'intensité. Moi, si vous regardez sur une année, il y a des phases durant lesquelles, par exemple, en 3-4 mois, je sors 3-4 offres. Et parfois, les 3-4 mois qui vont suivre, je ne vais pas sortir d'offres. Je vais plutôt faire des promos, ce genre de trucs. Et ça correspond à des phases. Et donc, il faut vraiment comprendre, encore une fois, que c'est normal, parfois dans votre business. Et vous allez même voir que souvent, les phases de structuration sont pendant les périodes de destruction. Et quand on comprend ces deux éléments, on relativise un peu et on se dit que c'est normal. Parce qu'en fait, on arrive après un automne qui est un peu morose, qui s'est mal passé. On se dit, ok, j'ai besoin de revoir des trucs dans mon business. Ok, je suis dans une phase où je dois restructurer. Donc, je dois revoir mes process, je dois déléguer peut-être aux bonnes personnes. Je me rends compte que je dois peut-être arrêter TikTok parce que, en fait, ça mène à rien. Donc, je coupe TikTok. C'est-à-dire que je coupe les personnes aussi avec qui je bosse sur TikTok, etc. Et on restructure pour repartir de plus belle. Donc, vraiment, comprenez cette notion de saisonnalité qui est quelque chose d'important. Ok ? La troisième réflexion que j'ai eue sur les 30 derniers jours, qui est une réflexion qui a pas mal changé ma ligne édito notamment. Enfin, les 2 prochaines ont pas mal changé ma ligne édito. C'est la différence entre les prospects et ce que j'appelle les clients low ticket. Donc, on va garder low ticket client. Okay, en fait, il y a un mythe dans l'entrepreneuriat que je n'avais pas remarqué tout de suite, que j'ai mis du temps vraiment à comprendre, qui est le mythe du toujours plus. Vous le savez, j'en parle tout le temps, toujours plus d'abonnés, ça ne veut pas forcément dire plus de résultats. Croyez-moi, j'en ai fait les frais, je sais ce que c'est. Passer de 5000 abonnés à 10 000, oui, ça a un impact, parce que on reste sur une petite audience. Maintenant, passer de 100 000 abonnés à 150 000, je vous rassure que les 50 000 de delta, surtout sur des réseaux comme Instagram, TikTok, etc., des réseaux courts, ça n'a pas forcément plus d'impact dans votre business. Donc, comprenez bien, en tout cas, que c'est beaucoup moins corrélé que ça l'était au début. Comprenez vraiment ce phénomène-là. Maintenant, il y a un phénomène dont on parle beaucoup moins. C'est celui des leads et des prospects. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, un lead, c'est une adresse email que vous allez récupérer. Et on appelle ça un prospect, parce que c'est une personne qui a montré un intérêt envers ce que vous faites, une offre, peu importe. Et en fait, je m'étais toujours dit, ok, les abonnés ça compte pas, machin, enfin ça compte, mais c'est pas le critère le plus important. Il y a un autre critère qui compte, c'est les leads, c'est-à-dire les adresses email que tu récupères. Et j'étais persuadé pendant des années que c'était un truc méga important. En mode, il faut, Tony, impérativement, que tu essayes tous les mois d'augmenter ton nombre de leads pour avoir plus de personnes dans ta liste email. Et pourquoi je pensais ça ? Parce que c'est logique. Plus on a de prospects, plus on a de personnes qui laissent une adresse email, plus on peut potentiellement gagner de l'argent. Et puis, j'ai rencontré un mec avec qui j'ai parlé de tout ça et qui me partage une réflexion que j'avais déjà entendue, mais il y a extrêmement longtemps. Une stratégie qui est très utilisée aux États-Unis, beaucoup moins en France. C'est la stratégie du low ticket client. Donc, une offre low ticket, ce qu'on appelle offre low ticket, c'est une offre qui est peu chère. Et souvent, moi, je dis que j'ai une stratégie low ticket dans mon business parce que je vends des offres à 50, 60, 70 euros. Mais en fait, lui, il parle d'une vraie stratégie low ticket. Ça veut dire qu'en fait, on fait de l'acquisition client sur des produits à 9 euros. Et ça peut paraître hyper idiot comme stratégie au début. On se dit, mais en fait, je vais faire quoi avec un client qui dépense 9 euros ? Je veux dire, je vais pas gagner ma vie avec ça. 9 euros le client, si j'ai 1000 clients dans le mois, ça me fait 9000 euros. Mais alors, va trouver 1000 clients par mois. Et l'idée de cette stratégie, elle n'est pas là. Le but de cette stratégie, c'est pas de gagner de l'argent avec son client, avec son premier client en tout cas, avec le premier achat. Le but de cette stratégie, et j'ai trouvé ça tellement intéressant, c'est de transformer sa quête de lead en quête de client low ticket. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de chercher tous les mois à avoir 1000, 2000, 3000 nouvelles adresses email, et c'est des trucs que moi je faisais certains mois, avec la pub, avec ManyChat, les tunnels de vente, ce genre de trucs, j'arrivais certains mois à faire plus de 2005, 3005, 4000 adresses email. Mais en fait, le problème de ça, c'est que vous allez encore une fois passer certains caps. Évidemment, vous allez perdre un petit peu en pertinence. Parce que, en fait, la masse fait qu'au bout d'un moment, on arrive à un stade, à une sorte de... à une sorte de plafond qui fait qu'on perd en pertinence et le lead devient de moins en moins pertinent. Et surtout, après, si on fait de la pub, le lead commence à coûter de plus en plus cher. Et le dernier point, c'est que, en fait, il y a aujourd'hui de plus en plus de gens qui laissent leur adresse email pour des contenus gratuits, qui les consomment même pas, qui regardent pas, etc. Donc, en fait, même si le nombre est important, même si on se dit, ok, imagine avoir plus 1000 prospects tous les mois,
en fait, la qualification, elle est peut-être pas si intéressante que ça. Et donc, la réflexion, c'est de se dire, est-ce que finalement, il vaut mieux avoir 1000 nouvelles adresses email tous les mois, gratuites, de gens qui laissent un email pour un freebie ou quoi que ce soit, ou 100 nouveaux clients. Et en fait, même si c'est un client à 9 euros, à 5 euros, à 11 euros, à 19 euros, peu importe, même si c'est un client à 9 euros, en fait, le simple fait que cette personne ait pris sa carte bleue, soit allé chercher sa carte bleue dans son porte-monnaie, dans sa voiture, soit monté au premier étage pour aller la chercher, et créer son compte, rentrer sa carte et payer, cette personne, elle a peut-être 40, 50 fois plus de valeur qu'une personne qui aura laissé une adresse email qui n'est peut-être même pas la sienne pour récupérer un e-book gratuit. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est beaucoup, à mon sens en tout cas, beaucoup plus pertinent d'aller chercher 400, 300, 400 nouvelles personnes chaque mois, nouveaux clients, même à 10 euros, plutôt que d'aller chercher 2000, 3000 adresses email. Et en fait, non seulement vous mettez beaucoup plus de temps à atteindre les plafonds, en plus de ça, vous avez beaucoup moins de gens à gérer, et surtout, derrière, l'objectif, ça va être de chercher à monétiser ces gens-là. C'est-à-dire qu'au début, oui, la personne dépense 9 euros, puis peut-être que derrière, vous mettez un order bump, un upsell, vous avez un tunnel de vente en place, et au final, elle rentre à 9 euros, mais elle ressort à 45 euros. Donc déjà, si vous en avez 100 dans le mois, ça fait 4005, et plus 450. Et surtout, derrière, ces gens-là, on va chercher à connecter avec eux et leur vendre des trucs. Et donc, je sais pas, je voulais vous partager ça parce que j'ai trouvé ça tellement pertinent. Donc maintenant, évidemment, faut pas être idiot. C'est pas noir ou blanc, c'est pas ok, j'arrête tout ce que je fais et je vends des trucs à 9 euros ou au contraire je continue à faire du lead. Évidemment qu'il faut continuer à faire du lead, moi j'en fais, donc c'est-à-dire que je continue à récupérer les adresses email. Évidemment que ça veut pas dire qu'il faut vendre que des trucs à 9 euros, mais en tout cas je trouve que c'est un truc intéressant à prendre en compte, à mettre dans son prisme, dans sa réalité en se disant ok, j'ai entendu, ça peut être intéressant pour moi, je vais voir comment peut-être je peux l'agencer, l'implémenter, et peut-être que je vais continuer à récupérer du lead parce que, encore une fois, c'est important, je dis pas le contraire, mais peut-être que je vais mettre moins d'importance au lead et chercher à acquérir plus de clients qui sont peu chers. Et le focus suivant qui découle de ça, et qui est un focus qui a lancé un nouveau challenge que je me suis lancé, enfin qui a fait démarrer un nouveau challenge que je me suis lancé. Ce truc, c'est de se concentrer sur ce qui est le plus important aujourd'hui dans votre business. Et ça, c'est à vous de le déterminer. C'est à vous de déterminer qu'est-ce qui a de plus d'importance dans votre business. Et quand je dis le plus d'importance dans votre business, c'est surtout en matière de communauté. En fait, concrètement aujourd'hui, vous avez 3 niveaux d'audience. Vous avez vos abonnés, donc c'est les gens qui vous suivent sur Insta, sur YouTube, etc. Vous avez vos prospects, prospects/fans, même si je ne suis pas méga adepte de ce terme. En gros, c'est toutes les personnes qui ont montré un intérêt plus pour ce que vous faites. Donc ça peut être un abonné à votre newsletter, ça peut être une personne qui a téléchargé un freebie, ça peut être quelqu'un qui est dans une de vos communautés. Par exemple, si vous avez un groupe Facebook, une personne qui a accès à votre canal sur Instagram, etc. En fait, c'est toutes les personnes qui ont réalisé une action qui est plus importante que juste cliquer sur un bouton s'abonner. Ou ils ont laissé un email, ou ils ont rentré une carte avec un essai gratuit, ou ils ont créé un compte sur un espace dédié comme School, groupe Facebook ou ce que vous voulez, ou encore une fois, ils vous rejoignent sur un canal. Et le niveau ultime, le dernier niveau, c'est ceux qui ont sorti la carte bleue. C'est vos clients. Et c'est concrètement les 3 niveaux que vous avez aujourd'hui. Et maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est ok, quel est le niveau le plus important pour moi ? Est-ce que c'est les abonnés ? Est-ce que c'est les prospects ? Est-ce que c'est les clients ? Et c'est obligatoirement les clients. Demain, ce qui vous fait vivre, si demain, vous devez vous concentrer uniquement sur un de ces 3 groupes, c'est quoi ? C'est vos clients. Parce que c'est pas vos prospects qui vous font vivre, c'est pas vos abonnés qui vous font vivre. Alors encore une fois, c'est pas noir ou blanc. Il vous faut des abonnés pour avoir des prospects, il vous faut des prospects pour avoir des clients, on est d'accord. Mais je trouve que c'est une question, une réflexion qui est hyper intéressante. Parce que moi, j'ai remarqué qu'en fait, je mettais beaucoup d'énergie pour mes abonnés, très peu d'énergie pour mes prospects et quasiment pas d'énergie pour mes clients. Et quand je dis pas d'énergie pour mes clients, ça ne veut pas dire que je respecte pas mes clients. Mes clients, je leur fournis des produits d'extrêmement bonne qualité. Je fais en sorte que mes formations soient les meilleures formations possibles. Il y a le SAV qui est là, qui est présent, qui répond à toutes les questions tout le temps. Donc, ils sont extrêmement satisfaits. Ce que je veux dire, c'est que je ne crée pas de relation avec mes clients au-delà de ce point-là. Et je pense que c'est une erreur de ma part.
et je pense que c'est une erreur que commettent beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de revoir plein de trucs dans mon business, en termes de stratégie, de choses que je veux mettre en place. Et c'est aussi une raison qui m'a poussé à reprendre mon canal Telegram. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mon canal Telegram, c'est un canal Telegram qui est réservé exclusivement à mes clients. Il est accessible via n'importe quelle formation. Si vous avez une de mes formations, c'est la première vidéo à regarder tout en haut de chaque formation. Et en fait, sur ce canal, c'est un canal que j'avais créé l'année dernière, sur lequel j'étais très peu actif depuis, mais je vais reprendre justement des contenus spécifiques dédiés à mes clients. C'est-à-dire que je vais leur apporter des backstage, je vais leur apporter des conseils en avant-première, des choses que je ne posterai pas ailleurs. Ça peut être des réflexions, ça peut être des outils, ça peut être des templates que j'utilise et que je mets en place. Bref, il y a plein de trucs. Mais en fait, toute l'idée de ça, c'est juste de me dire, ok, je vais mettre plus d'efforts que ce que je faisais avant sur la connexion avec le groupe dans mon business qui est le plus important à mes yeux. Et c'est mes clients. Après, ça, c'est ma façon de le faire, parce que Telegram, j'aime bien, le canal, c'est sympa. Maintenant, il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez faire un groupe, comme ça les gens interagissent entre eux. Vous pouvez faire des événements, des ateliers, des lives tous les mois. Enfin, il y a plein de façons de faire ça. Mais juste se poser la bonne question et se dire comment je répartis mon temps aujourd'hui entre ces différents niveaux d'audience et quelle est l'audience la plus importante à mes yeux et comment je répartis mon temps par rapport à cette audience qui est finalement la plus importante. Et moi, quand j'ai fait cette analyse, je me suis dit, ok, en fait, l'audience la moins importante des trois, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas, encore une fois, c'est les abonnés, et en fait, ça me prend 90% de mon temps. Ensuite, il y a mes prospects qui prennent 10% de mon temps, et mes clients, c'est 0% de mon temps. Enfin, c'est peut-être 5% de mon temps. Et en fait, j'aimerais que cette répartition change. Ça ne veut pas dire que je vais passer 90% de mon temps avec mes clients et 5% avec mes abonnés, mais plutôt qu'il y ait une répartition qui soit plus homogène. Par exemple, 30-30-30, je sais pas moi, 30-20-50, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir un vrai impact dans votre business. Donc, c'est un petit peu toutes les réflexions que j'ai eues. Là, le gros objectif du mois prochain, il va être lié à ce que je disais précédemment. C'est que là, aujourd'hui, par rapport à toutes ces réflexions, à ce brouillard mental, etc., je suis dans une phase de mon business où j'ai besoin de structure. J'ai besoin de restructurer. C'est-à-dire que je vais m'occuper justement de 4GB. Je vais m'occuper aussi de reprendre et de recréer tous les process de mon équipe pour poster les vidéos YouTube, pour poster les podcasts, pour gérer le compte Instagram, même si ça c'est quasiment déjà fait. Et évidemment, du coup, c'est un truc que je partagerai sur Telegram. Et à côté de ça, donc en plus justement de cette restructuration et la migration, et derrière, je vais reprendre la création des formations et notamment la mise à jour de plusieurs formations. Mais ça, évidemment, vous en saurez plus d'ici les prochaines semaines. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je suis très content d'avoir repris, très content de vous avoir partagé un petit peu les insights de ce qui s'est passé dans ma tête sur les 30 derniers jours. Vous verrez sur ce podcast d'ici quelques jours la vidéo dont je vous parlais avec Jess, la vidéo backstage sur le lancement de My Studio. Si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur Instagram, m'envoyer un petit message si jamais c'est quelque chose qui vous parle et laisser une note sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.